Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire Acte International. Bonjour Johanna. Bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire sur la thématique RSE. Je vais simplement rappeler en préambule l'activité d'Acte International pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Acte International est une entreprise qui existe depuis 30 ans. Nous sommes experts en transport, douane et RSE, thématique pour laquelle on se retrouve aujourd'hui tous ensemble. Sur la partie RSE, je vais m'attarder un petit peu sur les produits et les services qu'on est capable de vous proposer et sur lesquels nous sommes positionnés. Donc, nous proposons des formations en RSE, empreinte environnementale, RDE, etc. Et nous proposons des missions d'expertise. Donc, nous accompagnons les entreprises en proposant des diagnostics RSE. On est capable de vous accompagner au déploiement de votre politique, mais également de proposer des bilans carbone, des notations EcoVadis et tout un tas d'autres sujets qui se rapportent à cette thématique. Je vous propose du coup d'aborder ce webinaire en question aujourd'hui sur le sujet de la RSE, donc un tournant stratégique pour les entreprises et une vraie opportunité de compétitivité. Johanna, merci de participer à ce webinaire et de nous accompagner aujourd'hui et de nous apporter ton expertise sur le sujet. Pourquoi parle-t-on autant de RSE en ce moment et pourquoi proposons-on ce webinaire aujourd'hui ? Bonjour à tous, merci Jessica. Effectivement, on entend beaucoup parler de RSE, de durabilité, de réglementation en ce moment, et il y a beaucoup d'entreprises qui se sentent un peu perdues face à tout ça, qui ne savent pas forcément si elles sont plus soumises à une réglementation. Il y en a qui sentent que les choses bougent. Du coup, on ne sait pas forcément par où commencer. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de vous assommer avec de la réglementation ou trop de sujets, trop d'informations sur l'actualité. L'objectif, il est triple. L'idée, c'est vraiment de vous donner une lecture claire de ce qui est en train de se jouer en ce moment. Une méthode qui va vous permettre de structurer une démarche et de la déployer en entreprise, et puis un outil qui va vous permettre d'avancer, peu importe en fait le niveau de maturité, le niveau d'avancement sur lequel vous êtes dans votre démarche, un outil qui va vous permettre d'aller chercher l'étape suivante. Donc on a 45 minutes ensemble, parce qu'on va vous laisser du temps pour les questions après. L'idée, c'est vraiment une méthode claire et un outil à la fin pour aller plus loin. On n'est pas là pour faire de vous des experts, mais pour uniquement vous donner ce cap et vous permettre d'avancer. Et donc, avant qu'on démarre, on voulait savoir justement quel était votre niveau de maturité dans votre démarche RSE pour qu'on puisse adapter aussi notre discours en fonction de vos maturités. Donc, on vous met un petit sondage à remplir où vous en êtes dans votre démarche RSE. Si vous n'avez rien initié, vous mettez A. Nous avons mis en place des actions, mais rien de réellement structuré. Nous avons fait un diagnostic RSE et on a une feuille de route avec des indicateurs où vous êtes labellisé ou en cours de labellisation ou de certification. Donc on va vous laisser quelques minutes pour répondre au sondage. Une fois qu'on aura reçu les réponses, donc on a la chance d'être accompagné de Louni et de Manel en back-office qui récupèrent les réponses à vos questions et qui vont me les transmettre sur mon téléphone portable pour qu'on puisse les commenter rapidement. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet et dans le contenu de ce webinaire. Donc normalement, le sondage on utilise un outil qui est assez interactif. Donc vous allez avoir une fenêtre sur votre écran. Il vous suffira de cliquer sur la bonne réponse. Et ensuite, vous pourrez fermer cette fenêtre-là pour continuer à profiter du support. N'ayez pas d'inquiétude, le support vous sera transmis après le webinaire. Donc si jamais il n'apparaît pas tout le temps à l'écran, c'est normal. On vous l'enverra de toute façon par mail une fois le webinaire terminé. Alors, nous avons les réponses, en tout cas une partie des réponses. Donc, nous avons 33% de l'auditoire
qui a répondu B. Nous avons mis en place des actions, mais rien de structuré. 50% réponse C. Nous avons fait un diagnostic RSE défini, RSE défini une stratégie et une feuille de route avec des indicateurs. Et le reste, 16% en D. Nous sommes labellisés, certifiés, en cours de certification. Donc effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que chaque entreprise, de toutes les façons, est à un stade différent. Là, l'idée, de toutes les façons, aujourd'hui, c'est, encore une fois, de vous donner un cap pour vous permettre d'avancer sur l'étape d'après. Donc, on va démarrer tout de suite avec justement le décryptage de l'actualité. Alors, Johanna, moi ici, j'ai envie de te poser une question. En fait, on entend beaucoup dire que la RSE recule. On parle d'allègement de réglementaire, de recul du Green Deal. Mais est-ce que tu penses que la durabilité est en train de passer au second plan? Alors effectivement, on parle beaucoup de recul, alors que moi, je pense que ce qu'on observe réellement, c'est plutôt une bascule. Okay. Ce qu'on a mis à l'écran, alors déjà pour remettre les choses dans leur contexte, le cadre réglementaire, on part des accords de Paris, signés en 2015. De là est née la stratégie nationale, le Green Deal, qui vise la neutralité carbone en 2050. Et de cette stratégie européenne, pardon, j'ai dit nationale, mais de cette stratégie européenne, sont nées des réglementations. On a la CSRD, dont on entend beaucoup parler en ce moment, hein, qui est une réglementation qui vise à uniformiser les rapports de durabilité des entreprises, dans le but de pouvoir les comparer entre elles. La CS3D, qui, elle, est le devoir de vigilance, donc qui va responsabiliser l'entreprise sur l'ensemble de la chaîne de valeur et donc lui demander de la traçabilité et de la transparence sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Et le UDR ou RDUE, qui est la réglementation qui va limiter la déforestation importée. Donc, ça fait partie des réglementations qui sont nées du Green Deal et on en entend beaucoup parler aujourd'hui avec la loi Omnibus, qui a visé qui a déjà fait pas mal de reports de ces réglementations et qui a revu les seuils, certains critères en fait, pour savoir si on est qu'on doit être contraint ou pas à cette réglementation, et notamment la CSRD. Elle devait contraindre les entreprises à partir de 250 collaborateurs. On est passé maintenant à 1750. Ou 40 millions de chiffre d'affaires, on est passé à 450 millions de chiffre d'affaires. Donc ça fait énormément, la majorité en fait des entreprises qui sont sorties de cette contrainte, hein, 92% des entreprises qui devaient être contraintes, qui ne le sont plus. Donc effectivement, on entend beaucoup d'entreprises dire je ne suis plus concernée. Je suis sortie des seuils, je ne suis plus concernée. Et c'est là où il y a une confusion entre le fait qu'il y a un cadre légal qui se dessert et à côté de ça, on observe vraiment des pressions du marché qui vont, elles, se resserrer. Et c'est ça qui est intéressant à regarder. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que même sans obligation réglementaire, les entreprises sont quand même concernées? Et concrètement, du coup, qu'est-ce qui pèse aujourd'hui sur les PME sur ces sujets-là? Alors, la question, elle n'est pas tellement est-ce que je suis directement assujettie à la réglementation ou pas. La question, elle est plus est-ce que j'appartiens à une chaîne de valeur qui elle, va être assujettie à la réglementation. Est-ce que dans ma chaîne de valeur, j'ai des grandes entreprises qui, elles, vont devoir faire des rapports de durabilité, rendre des comptes sur leurs responsabilités dans la chaîne de valeur. Et dans ces cas-là, moi, en tant qu'entreprise, peu importe que je sois une TPE, une PME ou une ETI, donc une plus petite entreprise, je vais être indirectement en fait, embarquée dans cette réglementation. Parce qu'on va venir toquer à ma porte en me demandant des rapports, des indicateurs, des bilans carbone. On va venir me demander des informations. Donc, voilà, je ne suis pas assujettie directement, mais indirectement. Donc ça, c'est la première chose. Donc, dire que je ne suis pas concernée, c'est un peu… Enfin, voilà, c'est pas vraiment exact. Et à côté de ça, on voit aussi des phénomènes qui viennent directement
impacter les plus petites entreprises. Et pour ça, sur ce qu'on voit impacter les entreprises, la première chose, c'est l'évolution des normes. Okay. On a toutes les normes historiques, la 9001, la 45001, la 14001, où il y a de plus en plus de critères de durabilité qui sont inclus dans ces normes. Et donc, si c'est des normes qui étaient, sur lesquelles on devait répondre et être audité et certifié dû à notre secteur, eh bien, il y a de plus en plus de critères à ajouter au niveau de la durabilité. Puis il y a des nouvelles normes qui sortent. Il y a vraiment une explosion des normes. Il y a une norme sur la biodiversité qui vient de sortir. Il y a une norme sur les objectifs du développement durable qui est en cours de parution. Donc ça montre que la performance, elle est plus seulement économique, mais elle est aussi sociale et environnementale. Et à côté de ça, on observe de la part des clients, des donneurs d'ordre, une demande d'engagement. Une demande d'engagement des entreprises sur des trajectoires de décarbonation, sur des calculs d'impact carbone. Et ça ne s'arrête pas à l'engagement. On demande un engagement, mais on demande derrière des preuves. On demande de la transparence, on demande des indicateurs, on demande des données. On va jusqu'à demander des notations EcoVadis. Donc ça, c'est des phénomènes qui vont directement impacter les entreprises, qu'elles soient soumises ou pas à la réglementation et qu'elles soient dans des chaînes de valeur ou pas de grosses entreprises. Ok, donc dire aujourd'hui « je ne suis pas concerné », c'est une vraie erreur. Effectivement, on n'est plus régulé, mais on n'est pas moins concerné. On n'est pas du tout passé d'une RSE réglementaire à une RSE facultative. On est juste passé à une RSE qui est beaucoup plus poussée par les contrats, par les aspects commerciaux, par les clients en eux-mêmes. Et on voit que ces pressions, elles vont avoir un impact direct sur la performance économique de l'entreprise. Ok, ça me paraît très clair. J'espère que ça l'est autant pour vous que pour moi. Je vous propose, avant de passer à la suite, de répondre une fois de plus à un court sondage. Ce sondage, la question est simple. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à travailler sur ces sujets, vous, en entreprise? Donc, la première réponse est la partie exigence client, appel d'offres. La deuxième réponse, la B, c'est plutôt le sujet de la réglementation. Réponse C, l'image, la marque employeur. Réponse B, des convictions internes. Réponse E, la pression du financement des banques. Et réponse F, autre, si jamais il y a d'autres sujets qui vous poussent aujourd'hui à travailler sur ces sujets. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à répondre à ce sondage qui nous permettra du coup de mieux cadrer la suite de la présentation en fonction de vos profils et des typologies de sujets qui vous poussent aujourd'hui à travailler sur ces sujets-là. On va vous laisser encore quelques secondes, minutes pour tenir le timing de notre webinaire. Alors, merci Louni pour les réponses. Donc, nous avons 50% de l'auditoire qui répond A, exigence client, appel d'offres. 25% qui répond la réponse B, réglementation. Et ensuite, 12% ex aequo pour la réponse C et D. Nous n'avons pas du tout de réponse sur le E et le F. Ce qui me fait dire, enfin en tout cas, ce qui me fait percevoir que la dynamique de ces réponses nous laisse clairement voir que ces sujets-là sont pilotés par le business plutôt, que ce sont les clients, les partenaires et les marchés qui poussent, j'ai envie de dire, tout l'auditoire à travailler sur ces sujets-là. Ce qui nous amène naturellement du coup à la question suivante, Johanna. Est-ce que la RSE, c'est plutôt un coût? Est-ce que ça représente un coût ou est-ce qu'on peut considérer ça comme une réelle valeur pour l'entreprise?
Effectivement, on entend, enfin, la question du coût, elle est très importante. Et ce qu'on a tendance à entendre, c'est un, que ça coûte cher, et deux, que ça peut aller même jusqu'à être un frein pour la compétitivité. Et donc c'est intéressant, je voulais vous montrer quelques chiffres qui montrent en fait l'inverse en quelque sorte. J'ai pris une source de Mouvement Impact France et l'Impact Score. L'Impact Score, c'est un référentiel qui va venir donner une note à l'entreprise en fonction de ses impacts sociaux et environnementaux. Et sur 5000 entreprises enregistrées, on observe que celles qui dépassent la note de 50 sur 100, elles enregistrent 8 points de plus de croissance de leur chiffre d'affaires et aussi une meilleure rentabilité. Donc, encore une fois, c'est encore un élément qui montre que plus on va vers de la performance sociale et environnementale, plus justement ça va aider la performance économique de l'entreprise. Donc ça, c'était un point intéressant à montrer. Le deuxième point, ça rebondit exactement avec le sondage et les résultats qu'on vient de voir dans le sondage. 40% des entreprises ont déjà renoncé à un marché, un client ou un financement qui n'étaient pas alignés avec leurs engagements. C'est-à-dire que c'est même plus une contrainte en fait de refuser pour ces raisons-là. C'est un choix stratégique de l'entreprise. C'est un choix pour respecter ses engagements, pour respecter son image, que de ne pas travailler avec tel ou tel client ou fournisseur. Et c'est une logique qui vaut aussi bien pour une entreprise B2C, hein, le consommateur est de plus en plus exigeant, mais il y a aussi cette logique-là dans le B2B, et c'est ce que vous avez mis dans le sondage. Quand on répond à des appels d'offres publics, de toutes les façons, il y a une obligation maintenant de mettre en avant ces engagements socio-environnementaux. Et puis, dans les grands donneurs d'ordre privés, ça devient la norme aussi de demander ça. Donc, en fait, même quand ce n'est pas obligatoire, ça devient des standards qui sont complètement implicites et qui sont demandés aux entreprises. Ensuite, évidemment, les candidats aussi, on parle d'image et de marque employeur, c'est aussi un point important. Il y a 64% des candidats qui accordent de plus en plus d'importance aux engagements RSE lorsqu'ils vont postuler à une offre d'emploi. Donc, dire que ça coûte cher, c'est un point. Moi, le message que j'ai envie de faire passer ici, c'est de dire que la durabilité, elle ne freine pas la compétitivité. Au contraire, elle va filtrer les entreprises, elle va trier les entreprises. Et les entreprises qui vont anticiper, mais même si elles ne sont pas soumises, encore une fois, comme on vient de se dire, c'est celles qui auront une longueur d'avance et qui vont pouvoir vraiment être plus compétitifs que les autres. Très bien, merci. Je propose qu'on passe à la troisième partie et qui est la plus concrète, j'ai envie de dire, et la plus opérationnelle. Et chez Acte International, on aime vous proposer des choses qui sont très opérationnelles. Johanna, on voit que la RSE est du coup devenue un sujet business, mais concrètement, quand on est une entreprise, par où on doit commencer ? Comment s'y prendre ? Comment mettre un pied dans le sujet ? Ou en tout cas, voilà, quelle est la meilleure méthode ou quelle est la méthode qu'on peut appliquer et qu'on peut mettre en place ? C'est vrai que quand on fait de la RSE, on a tendance déjà à vouloir tout faire, à faire des listes de choses qu'on pourrait faire dans l'entreprise. Et on part souvent dans tous les sens. Et la difficulté avec ça, j'ai envie de dire comme dans n'importe quel projet, quand on fait de la conduite de changement en entreprise, on peut rapidement épuiser les équipes à vouloir trop en faire. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'être très structuré, d'avoir une approche et une méthode qui soit cadrée et qui permet d'encadrer ce nouveau projet d'entreprise. Donc là, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une méthode en 4 étapes qui va vous permettre de structurer cette démarche. La première étape, c'est réellement de se situer et de partir d'un diagnostic. Okay. Pour ne pas partir dans tous les sens, pour ne pas avoir sur sa liste de tâches RSE, on va dire, les sujets un peu tendance, c'est de partir d'un référentiel et partir d'un référentiel qui soit reconnu
et notamment l'ISO 26000. L'ISO 26000, c'est un peu la grammaire de la RSE, c'est la méthode, c'est la boussole. C'est ce qui va nous permettre, avec honnêteté, de pouvoir nous situer, de savoir ce qu'on fait pas, nos forces, nos faiblesses, qu'est-ce qui est déjà intégré dans nos process, qu'est-ce qui l'est moins, et de pouvoir, avec objectivité, voir où on en est. Ne pas faire de diagnostic, c'est un peu partir en vacances sans avoir une carte. Donc on va certainement voir des très jolies choses, mais on va peut-être louper l'essentiel de ce qu'il fallait faire dans son voyage. Donc le référentiel connu, c'est la base. C'est ce qui va aussi permettre derrière d'aller chercher un label, une certification, une notation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appliqué la méthode, la boussole, on va pouvoir venir accoler un tampon qui validera notre démarche. Mais le diagnostic sur ce référentiel reconnu, il y en a plusieurs, il est absolument clé. Donc ça, c'est la première étape. On va dire que c'est le point de départ. La deuxième étape, c'est la priorisation. Généralement, c'est l'étape qui est la plus difficile parce qu'encore une fois, on a tendance à vouloir tout faire. Sauf qu'il vaut mieux avoir une RSE avec 3 engagements forts qu'on suit, qu'on déploie et qu'on améliore au fur et à mesure du temps plutôt qu'une liste de 30 en fait, qu'on ne regarde pas. Donc, c'est important de prioriser. Et pour prioriser, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder qu'est-ce qui a le plus d'impact pour nous. Quels sont les risques les plus importants, les plus grands ? Quelles sont les attentes des clients ? Et quels sont les leviers business dont on va pouvoir se servir ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qu'on accompagne qui vont avoir tendance, des petites entreprises notamment, qui vont avoir tendance à aller chercher des enjeux RSE ou des actions RSE qui sont réalisées par des grandes entreprises parce que c'est un peu la norme. Or, en fait, ils n'ont pas les mêmes enjeux, pas les mêmes problématiques, pas les mêmes budgets, pas les mêmes ressources pour gérer ça. Et donc, on a des choses qui ne sont pas forcément cohérentes. On a accompagné récemment une fédération qui travaillait avec des professions libérales, dont l'objectif, qui voulait faire de la RSE et qui nous ont dit on veut faire un bilan carbone. Un bilan carbone, pour beaucoup d'entreprises, c'est un enjeu, l'enjeu carbone est un enjeu prioritaire pour beaucoup d'entreprises, mais pour celle-là en particulier, au vu de sa typologie et de son secteur d'activité, de son nombre de collaborateurs, ce n'était pas la première chose à faire. D'où l'importance de prioriser. Voilà, en fonction de ces points-là. Et pour prioriser, on utilise un outil qu'on appelle la matrice de matérialité, qui va permettre de croiser des données. Et là, notamment, c'est l'importance des parties prenantes et l'importance pour le business, qui va mettre en avant les priorités, les enjeux prioritaires à aller travailler. Donc, ce deuxième point, il est vraiment clé dans l'étape, dans la démarche, dans le déploiement de la démarche. La troisième étape, c'est la co-construction. Si on a une personne dans l'entreprise qui gère la RSE, en fait, ça va être une RSE fragile. C'est important d'impliquer les métiers, d'impliquer les collaborateurs, d'impliquer les managers pour passer d'une RSE très stratégique sur une présentation à une RSE opérationnelle et de la déployer. C'est vrai que si on a une RSE qui vient uniquement du haut de l'entreprise, on va se retrouver avec un règlement intérieur que les gens vont peut-être appliquer, mais qui ne sera pas du tout incarné et qui sera difficilement déployable. Et si on n'a que des initiatives qui viennent du bas de l'entreprise, là aussi, elles seront pas forcément, il n'y aura pas d'impact stratégique sur l'entreprise. Ça restera des actions menées individuellement. Donc la co-construction, alors ça commence par de la consultation déjà. C'est aussi des ateliers, ça peut être des entretiens spécifiques, mais l'idée, c'est de réfléchir ensemble à comment on travaille sur les enjeux prioritaires. Ça marche. Donc, il faut que la direction soit impliquée un minimum et que ce ne soit pas que du descendant et qu'on ait vraiment, dans la mesure du possible, l'ensemble de l'équipe qui soit… c'est ça, c'est réellement un projet d'entreprise. Ok, c'est très clair. Et la dernière étape, là, j'ai envie de dire que c'est
comme n'importe quel projet dans l'entreprise, s'il n'y a pas des outils qui sont mis en place pour déployer et suivre et piloter ce projet, il ne prendra pas non plus. Et les 4 points que vous avez là sur le slide, c'est ce qui nous paraît fondamental. Il faut une gouvernance claire pour ce projet. Et une gouvernance, c'est un pilote, c'est une équipe, parce que s'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas d'action en fait, qui sera réellement déployée. Il faut un budget, parce que sans budget, on n'a pas non plus d'action réellement. Il faut des indicateurs de suivi pour pouvoir évaluer la performance des actions qu'on a déployées, les modifier, les améliorer. Et puis, il faut des revues régulières, au même titre qu'on va suivre les indicateurs financiers d'une entreprise. Il faut suivre ces indicateurs dits extra-financiers pour s'assurer que les choses avancent et progressent. Donc, ces 4 points, ils sont essentiels. Ils paraissent évidents. Mais en général, quand on accompagne des entreprises qui ont initié des choses elles-mêmes, on se rend compte que si une démarche n'a pas été proprement déployée, en général, c'est parce qu'il y a un de ces 4 piliers qui n'a pas été respecté ou correctement mis en place. Donc voilà pour les 4 étapes. On est vraiment sur l'idée de se situer, faire un diagnostic. Donc c'est le point de départ. Prioriser les actions, co-construire le plan d'action pour pouvoir ensuite les déployer et les piloter dans le temps. Et quand une fois qu'on a fait un diagnostic RSE, on peut aussi reprendre ça pour les diagnostics plus spécifiques. C'est-à-dire que si on a un enjeu prioritaire autour d'un bilan carbone ou des enjeux environnementaux, on va aussi repartir de là, partir d'un diagnostic. Ça peut être pour les achats responsables, ça peut être pour l'empreinte carbone, ça peut être pour d'autres sujets liés à la RSE. Voilà, partir toujours de cette idée de faire un diagnostic, faire ce point de départ. Ça marche. Alors, avant d'arriver sur la dernière partie du webinaire, on vous propose un tout dernier sondage sur ce sur quoi vous aimeriez progresser en priorité dans vos entreprises. Donc, la réponse A, c'est la RSE de manière générale et construire une vraie démarche stratégique. La réponse B, le calcul de notre empreinte carbone, de votre empreinte carbone. La réponse C, les achats responsables. La réponse B, la notation EcoVadis. Et la réponse E, autre, si vous avez d'autres projets ou d'autres sujets prioritaires à ce jour dans votre entreprise. On vous laisse un petit peu de temps pour répondre tranquillement à ce sondage. Les réponses ne vont pas tarder à arriver. On va avoir la possibilité de répondre à quelques-unes de vos questions, donc n'hésitez pas à solliciter le chat du webinaire pour les poser. Louni et Manel se chargent de les récupérer et puis nous les transmettrons sur la dernière partie du webinaire. Donc, nous avons les réponses. Nous avons 40% de l'auditoire qui a répondu la réponse A, la RSE en général, et construire une vraie démarche stratégique. Donc ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, Johanna vous a donné quelques clés avec la méthodologie à appliquer juste avant. Nous avons 10% de l'auditoire qui a répondu la réponse B. Et ensuite, 20% pour la réponse C et la réponse D, donc les achats responsables et la notation EcoVadis. Et 10% pour la réponse E, autre, donc c'est la surprise, on ne saura pas quoi, mais en tout cas, vous avez d'autres projets sur ce sujet-là. Peut-être qu'ils peuvent mettre en commentaire si vous avez… Tout à fait, si vous souhaitez partager vos projets avec nous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire dans le chat, on sera un plaisir d'en discuter avec vous plus tard. On passe à la suite. Du coup, Johanna, si on devait résumer tout ce qu'on vient de se dire, selon toi, par quoi on doit commencer demain? Je pense que je vais revenir sur ma méthode. C'est vrai que
structurer les choses, je pense que c'est vraiment l'aspect fondamental quand on veut initier ou déployer une démarche RSE. C'est pas avoir une liste d'actions, c'est faire des choix. C'est co-construire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vienne, encore une fois, que du haut de l'entreprise ou que du bas de l'entreprise. C'est important de réfléchir les choses ensemble, de consulter les différentes parties prenantes de l'entreprise. Et puis ensuite, une fois qu'on a sélectionné, prioriser, c'est comment on va piloter les choses dans le temps. On est vraiment sur la RSE, c'est vraiment entrer dans une démarche d'amélioration continue. Donc, si on ne peut pas identifier ce qui ne marche pas, on ne pourra pas améliorer et changer un petit peu les perspectives. Donc ça, c'est important. La RSE, ce n'est pas de l'intuition. C'est vraiment poser des faits et les revoir régulièrement. Et comme on s'est dit que le point de départ, c'était se situer, c'était justement ce diagnostic, on a développé un outil qui est disponible sur le site internet de Acte International, que vous pouvez scanner directement sur l'écran, sur le QR code. Et je crois que dans le chat, on va vous envoyer aussi le lien en direct. En fait, c'est un autodiagnostic qui va vous permettre, en une quinzaine de questions, d'obtenir votre maturité, la maturité RSE de votre entreprise et qui va vous donner un score de maturité. Une fois que vous avez ce score, ce qu'on vous donne la possibilité de faire, c'est de prendre rendez-vous avec un expert qui va vous donner les 3 priorités à mettre en place pour justement aller à l'étape d'après. On parlait au tout début de webinaire de maturité. Vous en êtes tous à des stades différents. Donc là, l'idée, c'est en fonction de votre score de maturité, vous donner 3 options, 3 recommandations d'action à déployer pour aller à l'étape d'après. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code ou à aller directement sur notre questionnaire. Ça marche. Voilà. On a été rapide mais efficace, je l'espère. Est-ce que Manel et Louni, vous avez la possibilité de nous transmettre une partie des questions de l'auditoire pour qu'on puisse les consulter et commencer à y répondre? Alors visiblement, on a été tellement clair qu'on n'a pas encore de questions qui arrivent. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Moi, j'avais une question pour toi, Johanna. Dans le cadre de ces démarches RSE, est-ce que les entreprises doivent, au moment où elles mettent en place, où elles décident de se lancer sur ces sujets-là, est-ce qu'elles doivent créer un groupe de travail, un comité de pilotage autour de ces sujets-là? Ou est-ce que ça peut quand même être porté par une personne, même si on a bien compris qu'il fallait que dans l'entreprise, il y ait quand même plusieurs acteurs et plusieurs personnes qui prennent ce sujet en main. Mais est-ce que il faut qu'il y ait, enfin, tu préconises qu'il y ait un groupe de travail quand même qui soit mis en place pour que les choses puissent avancer et être, que les actions mises en place puissent être soutenues? Ou est-ce que les deux versions, une personne qui pilote versus le comité de pilotage, ça peut le faire? Alors, en règle générale, ce qu'on observe, c'est qu'on a un pilote. Okay. On a un pilote, un responsable RSE, et c'est important de donner cette casquette, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe que ce soit un poste à part entière ou quelqu'un à qui on a donné les responsabilités, mais il faut un chef d'orchestre. Comme dans tout projet, c'est un chef d'orchestre. Mais ce chef d'orchestre, il ne va pas servir à prendre toutes les décisions, il va servir à orchestrer justement et organiser les choses. Donc, oui, c'est important d'avoir ce chef d'orchestre. Par contre, c'est important de constituer justement cet orchestre et de pouvoir là rassembler rapidement une équipe de travail sur les sujets RSE, que ce soit d'un point de vue stratégie RSE au global ou que ce soit sur des sujets spécifiques avec une équipe dédiée, j'en sais rien, au volet environnemental. Une fois qu'on a identifié ces enjeux prioritaires, on peut avoir une équipe dédiée pour chaque enjeu. En amont, c'est intéressant d'avoir une équipe qui regarde comment on va initier les choses et comment on va les déployer en entreprise. Mais une personne à qui on donne toutes les responsabilités RSE,
Là, par contre, ça ne suffit pas. Et c'est ça qu'on a tendance à minimiser. On donne souvent une double casquette à un responsable qualité, marketing, RH. On a beaucoup d'options différentes en se disant, bon, on a quelqu'un qui est en charge, ou du moins une partie de son temps qui est en charge, et qui va pouvoir faire un diagnostic RSE, faire une évaluation EcoVadis, obtenir une notation ou améliorer sa notation EcoVadis. Or, ça ne peut pas être déployé uniquement par une personne. Je comprends. Voilà. Merci beaucoup. Je vérifie simplement si on a eu des questions depuis tout à l'heure. On n'a pas eu de questions, donc on va clôturer ce webinaire maintenant. On vous remercie de vous être inscrit et d'y avoir participé. Ça a été un plaisir pour nous de remettre à l'ordre du jour le sujet de la RSE en webinaire chez Act International. Merci beaucoup, Johanna, pour ton intervention et la qualité et la clarté de ces explications. On vous invite vivement à profiter de l'outil diagnostic en ligne qui est sur notre site internet. On vous invite vraiment à utiliser cet outil qui est assez sympa. C'est le petit cadeau de Noël avant l'heure. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je crois qu'il y a une question qui est arrivée. On vous dit à très bientôt, que je regarde. Si vous avez le temps. Ah oui, si, voilà. Bah allez, on a une question, on va en profiter quand même. Donc la question qui nous est posée, Johanna, donc si la personne qui pose sa question nous écrit « Si je peux me permettre, cela me fait penser à l'organisation que certaines entreprises ont mis en place au moment de l'étude de l'obtention du statut opérateur économique agréé. » Statut qu'on connaît bien chez Act, puisque nous sommes opérateurs économiques agréés et que nous accompagnons nos clients à l'obtention de cette certification douanière. Je valide donc le fait d'avoir un chef d'orchestre qui pilote, qui suit. Merci à vous. Bah, merci de valider, je suis ravie, mais je pense que de toutes les façons, dans n'importe quelle mise en place de démarche, de process, de projet d'entreprise, c'est absolument fondamental de prévoir en tout cas cette gouvernance dédiée à ce nouveau projet et adaptée à ce nouveau projet. Encore une fois, la RSE, ça ne peut pas être à côté du projet d'entreprise. Si ce n'est pas intégré à l'entreprise, bah, ce sera jamais un projet qui dépassera, en fait, qui pourra s'opérationnaliser dans l'ensemble de l'entreprise. Donc voilà, bah, merci à vous en tout cas de valider. Parfait. On clôture ici. Merci beaucoup encore et puis à très bientôt. Passez de bonnes fêtes.